Décolonisation saison 2 Haïti. Épisode 21 L'expédition Leclerc. Bonjour. Le 28 janvier 1802, une immense flotte arrive au large du cap Samana, au nord-est de l'île d'Hispaniola, dans l'actuelle République dominicaine. Selon la tradition, Toussaint Louverture est alors en tournée dans l'ex-partie espagnole. Et dès qu'il est alerté, il accourt sur la côte pour voir ce qu'il en est. Ce qu'il constate là, c'est que la réponse de Napoléon à ses nombreux courriers n'est pas épistolaire, mais bien militaire. Toussaint n'est pas surpris par l'arrivée de la flotte française. Et ça fait plusieurs mois qu'il se prépare à cette éventualité. Car en novembre 1801, en pleine révolte de Moïse, Toussaint apprend que Français et Anglais sont sur la voie de la paix. Et quand ces canaux de communication, jusque-là ouverts avec les Anglais, sont subitement coupés, Toussaint tire les conclusions qui s'imposent. Le blocus anglais va bientôt être levé et, avec la détente franco-britannique, Napoléon a désormais le champ libre pour tenter de reprendre le contrôle d'Haïti. Toussaint se met donc tout de suite au travail et commence à préparer la guerre. Le premier chantier, c'est qu'il fait tout pour augmenter les effectifs de l'armée et en début janvier 1802, il a sous son commandement environ 23 000 hommes ainsi que 10 000 miliciens. Le deuxième chantier, c'est que Toussaint augmente drastiquement les achats d'armes auprès des négociants américains et il crée un peu partout sur la colonie des caches d'armes prêtes à servir au cas où. Enfin, son dernier chantier après l'exécution de Moïse, c'est de s'assurer de la fidélité de ses officiers supérieurs. Il en fait déporter quelques-uns et il place ses fidèles aux endroits clés. Dessalines, toujours à l'ouest et au sud, Maurepas est chargé de défendre Port-de-Paix, et le général Christophe est toujours aux commandes du Cap français. Ensuite, il y a Clairvaux et le frère de Toussaint, Paul, à l'est, c'est-à-dire dans l'ancienne partie espagnole. La consigne de Toussaint à ses officiers est claire: interdire à tout prix l'entrée des ports à tout navire français. Résister à tout prix, et si la situation devient intenable, mettre le feu aux villes et se retirer dans les montagnes en attendant que la fièvre jaune ne décime les Français. Pas de surprise donc du côté de Toussaint. Mais ce qui le surprend, néanmoins, c'est l'envergure de l'opération montée par Bonaparte. Et il s'écrie, je cite, « Il faut périr. La France entière vient à Saint-Domingue. » Fin de citation. En effet, pour se donner toutes les chances de rétablir l'autorité de la France, le premier consul a mis le paquet. Quantitativement d'abord, l'expédition Leclerc est la plus grande jamais entreprise en France à l'époque, avec 50 navires, soit la moitié des plus grands vaisseaux de guerre français. Ces navires transportent 22 000 soldats et 20 000 marins. Ensuite, d'autres renforts suivront et en tout, plus de 80 000 hommes sont envoyés à Haïti entre 1802 et 1803. Qualitativement ensuite, Napoléon choisit d'envoyer des unités d'élite à Haïti. Et ces soldats d'exception sont commandés par le who's who de l'armée française, parmi lesquels 28 généraux et pléthore d'officiers talentueux et ambitieux qui sont tous alléchés par les richesses légendaires de la colonie. Parmi ces officiers qui comptent ainsi faire fortune aux colonies, il y a notre vieille connaissance, Rochambeau, qui revient pour un troisième déploiement après avoir précédemment accompagné Santonax, puis Hédouville. Reviennent aussi avec l'expédition
la plupart des exilés de couleur. Rigaud, l'ex-putschiste Jean-Louis Villatte, Alexandre Pétion, qui deviendra le premier président de la République d'Haïti en 1807, ainsi que le protégé de Pétion, un certain Jean-Pierre Boyer, alors âgé de 26 ans. Boyer est aussi appelé à un illustre avenir car il deviendra le deuxième président de la République d'Haïti. Est aussi du voyage Jean-Baptiste Bellé, l'ex-colonel de la milice qui a jadis sauvé la vie à Sontonax. Enfin, Napoléon envoie aussi les deux fils de Toussaint Louverture, Isaac et Placide. Ces deux-là poursuivent leurs études en France depuis 5 ans. Et ce sont en quelque sorte des otages de luxe qui, on l'espère, convaincront leur père de se soumettre. Et pour commander cette expédition exceptionnelle, Napoléon jette son dévolu sur un proche parmi les proches, le général Leclerc. D'où donc l'expédition Leclerc, qui est le titre de cet épisode. Leclerc est alors âgé de 29 ans. Il est aux côtés de Napoléon depuis le siège de Toulon en 1793. C'est un vétéran de la campagne d'Italie et il prend part aussi au putsch du 18 Brumaire qui porte Napoléon au pouvoir. Cet officier de confiance devient même un intime de Napoléon quand celui-ci lui propose la main de sa sœur Pauline, dont la beauté et la frivolité, paraît-il, attirent un nombre de soupirants beaucoup trop grand aux yeux de Bonaparte. Pauline et Leclerc se marient en 1797. En choisissant son beau-frère pour la mission contre Toussaint, Napoléon espère ainsi assurer la fortune du couple de sa sœur et faire entrer Leclerc dans la future famille impériale. Alors, qu'importe que Leclerc n'ait aucune expérience ni aucune connaissance coloniale. Il embarque pour Haïti accompagné de sa femme et de son fils. Quelles instructions Leclerc reçoit-il de Bonaparte? Pour comprendre l'objectif de Napoléon, on peut le comparer à celui de Poutine en Ukraine en 2022. Ce que Napoléon espère, c'est que Leclerc procédera à une démonstration de force tellement impressionnante que Toussaint et ses généraux ne pourront que s'écraser sans opposer de résistance. Dans ses instructions secrètes, Napoléon envisage une campagne de 3 mois, divisée en 3 époques, c'est-à-dire 3 étapes. Première étape, promettre tout et son contraire à Toussaint et à la population pour s'assurer le contrôle des ports et des places fortes militaires. Pour cela, Napoléon écrit une proclamation en français et en créole qui réaffirme l'émancipation et l'égalité de tous les citoyens. Bref, promettre la Lune pour prendre le contrôle de tous les endroits stratégiques. Quand ça c'est fait, la deuxième époque doit consister à isoler Toussaint de ses officiers pour mieux l'écarter. Pour cela, encore une fois, il faut promettre aux officiers qu'ils conserveront leur rang et leurs fonctions, mais exiger de Toussaint qu'il démissionne de toutes ses fonctions militaires et politiques. Leclerc doit ainsi prendre la tête de l'armée et travailler avec les officiers noirs pour, je cite, pacifier, fin de citation, la colonie. Après avoir éliminé Toussaint et s'être mis les officiers dans la poche et pacifié la colonie en 2 mois, Leclerc pourra enfin passer à l'étape numéro 3, le 3e mois. Je cite. Le même jour, on doit sur tous les points de la colonie faire arrêter et faire embarquer au même instant tous les généraux noirs. Ne permettez à aucun noir d'un rang supérieur à celui de capitaine de rester sur l'île. Fin de citation. En juillet 1802, Napoléon écrira encore à Leclerc, je cite, « Défaites-nous de ces Africains dorés et il ne nous restera plus rien à désirer. » Fin de citation.
Bon, vous avez vu comment ça s'est passé en Ukraine. Eh bien, ce fut la même chose à Haïti en 1802. Le plan en 3 étapes va partir en cacahuète, comme disent les jeunes. Et on le verra, l'échec de Napoléon sera tellement spectaculaire qu'il aboutira à la perte de la Louisiane, en plus de celle d'Haïti. Et là, je trouve bizarre qu'on dise aujourd'hui, pour parler d'une déroute ou d'un échec cuisant, c'est une bérésina. Mais personne ne compare son échec à l'expédition Leclerc. J'ai ma petite idée, mais bon, revenons à nos moutons. C'est donc avec une appréhension non feinte que Toussaint constate l'arrivée de l'expédition Leclerc. Et encore, Toussaint ne voit qu'une partie de la flotte. En effet, ce n'est pas une chose aisée que de traverser l'Atlantique avec 50 navires partant de 7 ports différents. Je vous passe les péripéties de la traversée, mais disons que l'expédition arrive en ordre dispersé. Et certains navires ne rejoindront Leclerc que plusieurs semaines plus tard. Mais à partir de Samana, Leclerc divise ses forces et lance ses généraux à l'assaut des principaux ports de la colonie. D'abord, c'est le général Rochambeau qui débarque à Fort-Liberté, l'ancienne Fort-Dauphin, là où Jean-François avait massacré les Espagnols et où Hédouville avait défié Moïse. Rochambeau arrive et il décide de passer en force devant la résistance du commandant local. Rochambeau perd une 60aine d'hommes, mais la garnison haïtienne est inférieure en nombre et elle est vite submergée et elle doit se rendre. Rochambeau décide de faire un exemple et il fait massacrer les 600 soldats noirs après leur reddition. C'est là le premier crime de guerre d'une longue liste à venir. Quant à Leclerc, il se réserve le Cap Français et il arrive au large de la capitale le 3 février. Immédiatement, il dépêche un message au général Christophe, le commandant du Cap, lui enjoignant de se soumettre. Il joint aussi à son message la proclamation de Napoléon à la population qui réaffirme que la République avait donné la liberté et qu'elle ne l'enlèvera pas. Mais la proclamation se fait aussi menaçante quand elle qualifie de traître quiconque s'opposerait à Leclerc. Et la proclamation fait même dans la couleur locale, je cite, « La colère de la République dévorera de pareils traîtres comme le feu dévore les cannes desséchées. » Fin de citation. Le 4 février, Leclerc décide de passer en force et de débarquer ses hommes. Il ordonne un débarquement des troupes, mais l'amiral commandant la flotte refuse de prendre le risque de perdre des navires quand il constate que Christophe a fait enlever exprès les bouées qui marquent l'entrée du port du Cap. Leclerc est bloqué. Et là, le bras de fer commence, car Christophe refuse d'autoriser le débarquement de la flotte sans l'autorisation de Toussaint. Christophe, qu'on a déjà rencontré, pour vous le présenter, est probablement né esclave à la Grenade, colonie anglaise. Il est arrivé sur Haïti sûrement à cause de la contrebande, et avant la Révolution, il travaille comme serveur dans un établissement prisé du Cap, l'Auberge de la Couronne. Au moment de l'insurrection de 1791, Christophe est un noir libre. Par la suite, il devient un fidèle de Toussaint et qu'il aide en particulier à mater dans le sang la rébellion de Moïse. Christophe deviendra plus tard président, puis roi d'Haïti après l'indépendance. Mais si on en revient à début 1802, au Cap Français, la question qui se pose, c'est celle de l'influence de Toussaint sur les actions de Christophe. Est-ce que Toussaint est à ce moment-là au Cap, en train de murmurer à l'oreille de Christophe incognito, ou alors est-ce que ce dernier applique les consignes du chef en toute autonomie? Ce n'est pas clair. J'ai lu les deux dans les ouvrages.
Ce qui est sûr, c'est que Christophe oblige Leclerc à ronger son frein, malgré le maire du Cap, par exemple, qui le supplie de se rendre, et malgré l'insistance du général français. Christophe déclare, je cite, « Vous ne rentrerez dans la ville que quand elle sera réduite en cendres, et même sur ces cendres, je vous combattrai. » Fin de citation. Alors, que fait Leclerc? Plutôt que de risquer un débarquement à l'aveugle, Leclerc décide alors de débarquer hors de la ville, à l'ouest. Mais il se fait avoir par un partisan blanc de Toussaint qui le convainc de débarquer à Port-Margot, encore plus à l'ouest, ce qui fait perdre un temps précieux aux Français. Finalement, les troupes débarquent et marchent sur le Cap. Et c'est pendant la progression des soldats français sur le Cap que 2 navires français aussi font feu sur un fort qui garde la ville. Quand il voit ça, Christophe pense que l'attaque est lancée. Il met alors sa menace à exécution et met le feu à la ville. Et le 4 février 1802, 8 ans jour pour jour après l'abolition de l'esclavage et 6 ans après la bataille du Cap, le Cap français est de nouveau en flammes. Aux grandes dames de ses habitants, les soldats de Christophe disposent même des barils de rhum et de sucre à l'intérieur des maisons pour augmenter l'intensité de l'incendie. Celui-ci se propage rapidement et inexorablement, et à un moment donné, les flammes atteignent l'arsenal. Et là, c'est fini. Il se produit une explosion gigantesque qui renverse tout ce qui est encore debout dans la ville. Et quand Leclerc atteint enfin le Cap avec ses troupes le 6 février, eh bien, il trouve une ville détruite à 90%. L'expédition ne peut pas démarrer sous de pires auspices. Cela dit, les choses se passent mieux pour les officiers de Leclerc. Dans plusieurs villes, les officiers de Toussaint se rendent simplement aux Français sans combattre dès qu'on leur promet que l'esclavage ne sera pas rétabli. C'est le cas de Pierre Agé et d'un général de couleur, ex-partisan de Rigaud, à Port-au-Prince, mais aussi à Santo Domingo, où le général Kerverseau se montre plus rusé que Paul Louverture, le frère de Toussaint. En fait, Toussaint envoie un message à son frère lui disant de résister à tout prix. Cependant, il confie au messager une autre lettre où il ordonne à son frère de se soumettre. L'idée de Toussaint, c'est que si le messager se fait capturer, eh bien qu'il montre la fausse lettre où Toussaint dit à Paul de se soumettre. Sauf que le stratagème se retourne contre Toussaint et Paul Louverture. Kerverseau intercepte le messager, l'exécute et découvre les 2 lettres. Eh bien, il détruit la lettre qui dit à Paul de résister et présente à Paul Louverture uniquement la lettre erronée qui lui enjoint de se soumettre. Et c'est ce que Paul fait. Et dans la foulée, le général Clervaux aussi se soumet à Santiago, la 2e ville de Santo Domingo. Et hop, sans tirer un seul coup de feu, la France reprend le contrôle de toute la partie espagnole de l'île d'Hispaniola. Des coups de feu, il y en a en revanche à Port-de-Paix. À Port-de-Paix, le général noir Maurepas suit les instructions de Toussaint à la lettre. Il résiste autant qu'il peut, puis il se retire en incendiant la ville. Ensuite, Maurepas se retranche sur une plantation fortifiée et inflige un sérieux revers au corps expéditionnaire qui perd environ 200 hommes. À noter que des embuscades montées par des femmes jouent un rôle crucial dans cette défaite française. Conclusion donc de ce round d'ouverture, à l'exception de Port-de-Paix et du Cap Français, l'armée de Toussaint Louverture a cédé le terrain sans combattre, ni même incendier les villes dans l'ouest, le nord et l'est. La situation est tellement inquiétante pour Toussaint Louverture qu'il écrit alors à Leclerc pour ouvrir un canal de négociation. Leclerc accepte,
car je vous rappelle, il est encore sonné par l'incendie du Cap et qu'il veut gagner du temps en attendant l'arrivée des navires retardataires. 2 semaines donc après son arrivée, Leclerc envoie les 2 fils Louverture porter la lettre de Napoléon à leur père. Dans cette lettre, Napoléon promet, je cite, de la considération, des honneurs, des richesses, fin de citation, ainsi que le maintien de la liberté générale si Toussaint collabore avec Leclerc. Toussaint Louverture, de son côté, exige de Leclerc un cessez-le-feu général avant la poursuite des négociations. Et là, de manière inexplicable, car je vous rappelle que Bonaparte avait donné comme instruction à Leclerc de promettre tout et son contraire à Toussaint. Au lieu de faire cela, Leclerc, de manière inexplicable donc, exige que Toussaint dépose les armes d'abord et vienne au Cap français pour lui rendre compte. Toussaint ne peut que refuser et les combats continuent. À ce moment, Toussaint Louverture somme ses enfants de choisir entre leur patrie et leur père. Devant ce choix digne d'Antigone, Placide Louverture choisit de rester avec son père, mais Isaac rejoint le camp de Leclerc. Les négociations sont donc dans l'impasse, et Leclerc donne un ultimatum à Toussaint pour se soumettre. En attendant, les navires français atteignent enfin le sud, l'ancien fief d'André Rigaud, où Toussaint n'est toujours pas très populaire. Du coup, dès que les premiers bateaux français apparaissent au large, les commandants locaux changent de camp. C'est le cas à Jérémie, mais aussi au Cail, où le général noir Laplume, ancien maron non affilié, désobéit aux ordres de Dessalines de brûler la ville. Il obtient la promesse que l'esclavage ne sera pas rétabli et qu'il conservera son grade avant de passer avec armes et bagages côté français. Mais c'est à Léogane que Dessalines donne le plus de fil à retordre aux Français quand il y fait une apparition surprise le 9 février, après avoir échoué à conserver Port-au-Prince. Dessalines ordonne au commandant de Léogane de résister puis de brûler la ville. Léogane tombe finalement après que les rebelles y ont mis le feu, ainsi qu'à la plantation de Joséphine de Beauharnais qui est dans les environs. Ensuite, Dessalines poursuit sa tournée du sud en direction du Petit Goâve, mais les Français y arrivent avant lui. Dessalines se détourne et marche sur Jacmel. Là, il pense d'abord qu'il s'est assuré la loyauté du commandant noir, un certain Dieudonné Jambon. Mais à peine Dessalines a-t-il tourné le dos que Jambon annonce son ralliement à la France, mettant ainsi le point final à la reconquête de toute la péninsule du Sud par les forces françaises. Dessalines a beau parcourir la campagne et à semer la terreur, il n'arrive pas à mobiliser les cultivateurs de manière significative. Tu m'étonnes, Dessalines a laissé trop de mauvais souvenirs du temps où il était inspecteur des cultures. Et là, vous pouvez remarquer qu'encore une fois, à part à Léogane, la reconquête du Sud s'est faite sans combat. Au contraire, les commandants locaux se sont ralliés et ont apporté leurs soldats ainsi que le trésor de leur ville. Leclerc tire donc une conclusion de ces ralliements. Il a maintenant les moyens militaires et financiers pour écraser Toussaint Louverture. Par conséquent, quand l'ultimatum à Toussaint expire, Leclerc le déclare hors la loi, ainsi que Christophe, mais pour semer la discorde entre Toussaint et ses généraux, Leclerc ne mentionne pas Dessalines, qui pourtant continue de semer la terreur partout dans l'arrière-pays de l'Ouest. La réplique de Toussaint ne se fait pas attendre, il déclare à son tour Leclerc hors la loi et poursuit les combats. Pourquoi donc Leclerc choisit-il l'option militaire ?
Deux choses. Un, presque tous les officiers de l'armée coloniale se sont ralliés à la France. Et deux, plusieurs escadres retardataires arrivent alors au Cap avec près de 6000 hommes. La combinaison de ces deux facteurs fait que Leclerc commande désormais beaucoup plus de soldats que Toussaint Louverture. Et si on ajoute à cela que les soldats français sont mieux armés, on comprend que les officiers français soient persuadés qu'ils vont en finir super vite avec l'armée de Toussaint Louverture, qui, pense-t-il, sont une bande d'incapables. Toussaint est alors retranché autour de sa plantation d'Ennery, près de Gonaïves, avec les forces qui lui restent et son intime Charles Belair. Il peut compter sur Maurepas, près de Port-de-Paix, sur Christophe, qui rôde autour du Cap français, et sur Dessalines, à l'est de Port-au-Prince. Le 17 février donc, le général Leclerc lance une campagne d'envergure pour en finir une fois pour toutes avec Toussaint. 5 divisions de son armée convergent simultanément vers les forces fidèles à Toussaint. L'idée, c'est de les forcer à se replier sur une position centrale où Leclerc a l'intention de les encercler et de les anéantir. Le vocabulaire utilisé est d'ailleurs révélateur de la confiance excessive de Leclerc. Il compare cette campagne à une battue visant à coincer un cerf avant de sonner la curée. J'ai dit qu'il y a 5 divisions. Celle de Leclerc descend du Cap afin de repousser Christophe vers le sud. Une autre division, commandée par Rochambeau, descend de Fort-Liberté le long de la frontière espagnole pour empêcher les rebelles de s'échapper vers l'est. Une autre colonne descend d'Acul, à l'ouest du Cap, vers Gonaïves pour s'en prendre directement à Toussaint. Une autre colonne part de Port-de-Paix avec pour objectif d'en finir avec Maurepas avant de se diriger vers Gonaïves aussi. Et enfin, une dernière colonne monte de Port-au-Prince vers le nord à la poursuite de Dessalines. Et les choses commencent bien pour les Français. En quelques jours, ils reprennent plusieurs villes et repoussent Christophe près de Gonaïves. Mais surtout, ils battent Toussaint à la ravine à couleuvres le 22, près d'Ennery, s'emparant d'un dépôt gigantesque d'armes et de munitions. En revanche, Toussaint réussit à prendre la fuite. Pendant ce temps, à Port-de-Paix, Maurepas oppose une résistance farouche et repousse 2 assauts français à partir du 19. Il force alors Leclerc à se dérouter pour venir en aide à la colonne de Port-de-Paix. Avec l'arrivée de la colonne Leclerc, Maurepas se retrouve cerné de toutes parts, tandis que ses officiers passent tous du côté français. Il doit rendre les armes et négocie juste d'être intégré dans l'armée française. Le moral est donc au beau fixe côté français. Et le 27, Leclerc peut donc écrire, je cite, « Les habitants de ce pays regardent Toussaint comme perdu », fin de citation. Et effectivement, devant le rouleau compresseur français, les hommes de Toussaint désertent en masse. Toussaint et Christophe ayant été mis en déroute, Maurepas s'étant rendu, le corps expéditionnaire se lance alors à la poursuite de Dessalines. Dessalines a échoué à soulever le sud. Il remonte alors vers son fief de Saint-Marc. Là, il procède au massacre de centaines de Blancs avant de mettre le feu à la ville en commençant par sa propre demeure. Ensuite, il fond sur Port-au-Prince, mais se casse les dents devant la ville. Il se replie sur Mirebalais, où il massacre de nombreux Blancs encore, puis il massacre encore de nombreux Blancs à Petite-Rivière. Pour Leclerc, il faut donc absolument l'arrêter, et en fin février, Dessalines voit converger vers lui 4 des 5 divisions de Leclerc. Toussaint lui ordonne de résister à tout prix à l'avancée des troupes françaises. Et c'est ce qu'il fait à la crête à Pierrot.
La Crête-à-Pierrot, c'est un petit fort dans les montagnes à la limite de l'Artibonite. Et ce que veut Toussaint, c'est pousser Leclerc à s'enferrer autour du fortin pour lui permettre à lui, Toussaint Louverture, de gagner du temps. Et c'est à la Crête-à-Pierrot que va se dérouler la plus grande bataille de la campagne de 1802. Pour parler du siège de la Crête-à-Pierrot, je voudrais utiliser une métaphore que j'ai utilisée l'année dernière pour le siège de Dien Bien Phu. C'est la métaphore de l'orange. En effet, il y a deux manières de s'emparer d'une position fortifiée. Soit on fait preuve de prudence et on prend le temps de peler l'orange avant de la manger. On creuse des tranchées pour étrangler les assiégés, on les bombarde à l'artillerie et on les affame jusqu'à ce qu'ils se rendent. La deuxième option, c'est de couper l'orange en pièces, autrement dit, on prend d'assaut la position. Or, les officiers français qui arrivent devant la Crête-à-Pierrot sous-estiment les soldats noirs. Et comme l'assaut frontal leur a réussi à Fort-Liberté et à Léogane, eh bien, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas à la Crête-à-Pierrot. Et il faudra 3 assauts pour que les officiers comprennent leur erreur face aux 1200 hommes de Dessalines et de son second, Lamartinière. Le premier général qui arrive sur les lieux est celui qui a échoué auparavant à Port-de-Paix. Impatient de se racheter, il attaque le 4 mars sans attendre l'arrivée des autres colonnes. Et là, c'est le drame. 300 morts français et 2 généraux blessés. Une semaine plus tard, Leclerc arrive avec une autre division plus une unité coloniale commandée par Pétion. Ses forces lancent un deuxième assaut super brutal. Et les Français croient même un instant pouvoir l'emporter. Cependant, les troupes noires, et en particulier les femmes, menées par Marie-Jeanne Lamartinière, la femme de l'adjoint de Dessalines, eh bien les troupes noires repoussent les Français et blessent 3 autres généraux, dont Leclerc lui-même. Après ces 2 échecs successifs, plus 5 généraux blessés, c'est donc la honte au siège de la Crête-à-Pierrot. Alors, aux grands mots, les grands remèdes. Leclerc envoie chercher l'artillerie lourde à Saint-Marc et demande à 2 autres divisions de se dérouter vers la Crête-à-Pierrot. Une de ces divisions, c'est celle de Rochambeau. Quand Rochambeau arrive, Leclerc n'y est pas, il est allé chercher l'artillerie lourde, et Rochambeau commet la même erreur que le premier général en sous-estimant l'adversaire et en passant à l'attaque tout de suite. 300 morts plus tard, il comprend. Et c'est à ce moment-là que, soit pour soulever les cultivateurs alentours, soit parce qu'il juge la situation désespérée, Dessalines se faufile hors du fort de la Crête-à-Pierrot. Avant de partir, il ordonne à Lamartinière de résister jusqu'à la mort, sauf s'il reçoit un signal de sa part. Le 22 mars, Leclerc revient avec les pièces d'artillerie et les Français adoptent enfin la tactique idoine. Ils bombardent le fort sans relâche, causant ainsi 100 morts en 1 heure dès les premiers instants. Et avec ces bombardements, la situation devient désespérée à l'intérieur du fort. Les défenseurs sont décimés par l'artillerie, ils sont au bord de la famine, ils ont beaucoup de blessés et ils n'ont plus de réserve d'eau. C'est à ce moment que Dessalines envoie un message et Lamartinière et ses hommes décident de tenter une sortie le 24 mars. Et c'est un remarquable fait d'armes car 500 hommes se faufilent entre les lignes ennemies et se volatilisent dans la nature. Le lendemain, le 25 mars, les Français entrent dans le fort et y trouvent que les blessés et les gens trop faibles pour s'enfuir. Ils y procèdent au massacre systématique de tout ce petit monde abandonné sur place. Le siège de la Crête-à-Pierrot me fait penser à la bataille de Bakhmout en Ukraine. Leclerc a certes gagné,
mais il a sacrifié 2000 hommes pour capturer une position défendue par 1200 hommes, dont la moitié a réussi à s'échapper. C'est donc une victoire à la Pyrrhus. Pire, c'est une humiliation pour Leclerc qui demande à ses officiers de sous-évaluer le nombre de victimes dans leur rapport. Leclerc sous-évalue aussi les victimes dans ses propres rapports à Bonaparte. Cependant, malgré les lourdes pertes infligées au corps expéditionnaire, le siège de la Crête à Pierrot est quand même une défaite pour Toussaint Louverture. Et après le siège de la Crête à Pierrot, Toussaint n'est pas au mieux car il a perdu toute son armée, à part Dessalines et Christophe. De l'autre côté, Leclerc mène au point, mais il se révèle incapable de gagner de manière décisive ni de contrôler le territoire conquis. Le conflit s'installe alors dans l'impasse, vu qu'aucun des belligérants n'est assez fort pour mettre l'autre KO. À la mi-avril néanmoins, survient un événement qui change la donne et fait pencher la balance en faveur de Leclerc. Il s'agit de la défection de Christophe. Christophe contrôle alors une zone importante dans la plaine du Nord et il mène des raids autour du Cap Français. Christophe entre alors en contact avec Leclerc pour négocier sa reddition. Contre promesse de Leclerc de ne pas revenir sous l'abolition, Christophe accepte de se rendre s'il est rétabli dans son grade et intégré dans l'armée française. Et Christophe passe côté français, emmenant avec lui ses 1500 troupes régulières et près de 4000 cultivateurs. Pourquoi Christophe, qui a incendié quand même et mis le feu au Cap en février, se rend-il en avril? L'hypothèse la plus probable, c'est que Christophe conclut que Toussaint n'a plus aucune chance de l'emporter et que ses intérêts à lui, Christophe, seraient mieux servis par la France. En tout cas, avec sa défection, l'étau se resserre encore plus autour de Toussaint. Celui-ci craint maintenant de ne plus pouvoir tenir longtemps. Il contacte donc Leclerc le 29 avril pour négocier sa propre reddition. Et c'est le 6 mai que les deux hommes se rencontrent au Cap et concluent un accord selon lequel Toussaint gardera son rang, mais se retirera des affaires dans sa plantation d'Hennery. Ses soldats, Dessalines en tête, seront quant à eux incorporés dans l'armée française. Et ce jour-là, pour célébrer la paix, Leclerc donne un dîner fameux le soir du 6 mai. Fameux parce que, outre l'ouverture, Leclerc et Dessalines, il y a parmi les convives Christophe, Pétion et Jean-Pierre Boyer, soit tous les hommes qui dirigent Haïti de 1798 à 1843. Leclerc aurait pu profiter de cette occasion pour mettre aux arrêts tous ses officiers créoles, conformément aux instructions de Napoléon. Mais il n'en fait rien, car Leclerc n'en a pas les moyens. Les combats lui ont coûté 5000 morts et autant de blessés et de malades. Autrement dit, la moitié de ses effectifs est hors de combat. Leclerc sait donc qu'il ne peut pas faire sans les généraux créoles et les troupes qui leur sont fidèles. Et c'est peut-être aussi ce que Toussaint pense, que Leclerc ne peut pas se permettre de se débarrasser de lui. Le plan du général Noir est d'attendre son heure pour mieux revenir dans la partie quand la maladie aura décimé les troupes françaises. Mais ce qu'il ne perçoit toujours pas, c'est que premièrement, tous ces officiers sont passés à autre chose et ne lient plus leur destin à celui de leur ancien chef. Dessalines devient même un informateur de choix de Leclerc et lui révèle que Toussaint manigance in petto avec 2 chefs rebelles encore actifs, Sans Souci et Sylla. Le deuxième facteur, c'est que très peu de cultivateurs sont désormais prêts à mourir pour le gouverneur général à vie. Ils disent, je cite, « Quand nous avons pris les armes avec Moïse contre les Blancs, le gouverneur ne nous a-t-il pas fait exterminer?
qu'il ressuscite Moïse pour combattre les Blancs. Fin de citation. En juin 1802 donc, Leclerc pense Toussaint suffisamment isolé pour se débarrasser de celui qu'il appelle le nègre doré. Pour ce faire, il pense d'abord à Dessalines pour arrêter Toussaint. Mais celui-ci décline. Leclerc se tourne alors vers un de ses officiers. Le 6 juin, cet officier demande à Toussaint de venir l'aider à mettre fin aux actes de banditisme qui règnent dans la région. Il invite Toussaint à une réunion et Toussaint, après un mois de vacances forcées, est flatté. Il s'écrie, je cite, « Voyez ces Blancs, ils sont obligés de venir consulter le vieux Toussaint. » Fin de citation. Bizarrement donc, Toussaint arrive au rendez-vous sans se méfier. Mal lui en prend, car sa garde personnelle est rapidement maîtrisée et Toussaint Louverture est mis aux arrêts. Il est transporté à Gonaïves, enfermé dans la cale de navire qui fait escale au Cap. Là, il est rejoint par sa femme, ses 2 fils et une nièce qui sont arrêtés aussi. Et le 15 juin 1802, Toussaint Louverture est déporté en France. C'est la première fois que ce créole pur jus quitte Haïti et il ne reverra plus jamais son pays natal. Toussaint le sait et il fait alors cette prophétie quand il quitte son île. Je cite. « En me renversant, on n'a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. » Fin de citation. À son arrivée en France, Toussaint est expédié le plus loin possible de la mer, dans le Jura, comme si Napoléon craint qu'il ne tente de rejoindre Haïti à la nage. Bonaparte le laisse croupir en prison au fort de Joux et lui fait subir de nombreuses vexations, humiliations, brimades, afin de le briser moralement et physiquement. C'est là, dans le Jura, que Toussaint mourra le 7 avril 1803. Ce qui me frappe avec Toussaint Louverture, c'est qu'il n'est protagoniste ni des débuts de la Révolution, ni de son aboutissement avec l'indépendance d'Haïti. Mais quand la personnalité de Toussaint est apparue sur le devant de la scène, elle a écrasé tout le reste de sa présence et de ses contradictions. D'un côté, il y a de noirs libres mais nés esclaves qui se joint à la Révolution et finit par incarner la liberté des Noirs. C'est d'ailleurs son intransigeance sur la question de l'émancipation générale qui le conduit à l'affrontement avec la France et à sa mort. De l'autre côté, Toussaint est d'abord aussi un animal politique redoutable qui a souvent subordonné ses prises de position à ses ambitions politiques. En 1791, c'est lui qui propose de ramener les esclaves dans les plantations en échange de la liberté pour les leaders. Ensuite, colonel allié à l'Espagne, il change de camp dès qu'il voit que la République est en passe de l'emporter. Enfin, quand il est au pouvoir, Toussaint n'arrive pas à imaginer un autre modèle pour Haïti que celui de l'économie de plantation. Cela le conduit à décréter des règlements de culture très draconiens dont les Noirs ne veulent pas, car ils y voient une forme de rétablissement de l'esclavage. Toussaint se coupe alors de sa base et c'est ce qui explique que son arrestation et sa déportation ne provoquent aucun remous à Haïti, aucune révolte de cultivateurs ni de rébellion d'officiers. Comme dit Pamphile Lacroix, je cite, « C'est ainsi qu'a fini le premier des Noirs. » Fin de citation. La semaine prochaine, on rejoindra les anciens protégés de Toussaint, désormais sous les ordres de Leclerc. Spoiler alert, la paix signée avec Leclerc ne va pas durer. Les combats reprendront et tous les officiers créoles s'uniront pour bouter les Français dehors et déclarer l'indépendance d'Haïti en 1804. D'ici là, portez-vous bien et salut hein!
Anaya